Donc, je vais vous parler de la déformation de l'œil dans le glaucome. Tout se déforme dans le glaucome. On va se contenter de s'intéresser à la sclère et à la lame criblée, qui sont les points les plus importants. La déformation de la lame criblée, en effet, participe sûrement au mécanisme d'atteinte au mécanisme de l'atteinte actionnale. En revanche, c'est sur l'anneau scléral que s'exercent les contraintes mécaniques les plus fortes. Les mécanismes de remodelage, on sait maintenant qu'ils jouent un rôle central. Dans la pratique clinique, on peut maintenant appréhender certains paramètres biomécaniques. Il y a donc des applications, au point qu'on a proposé comme voie thérapeutique nouvelle un renforcement scléral par cross-linking pour traiter certains glaucomes. Comment se déforme la tête du nerf optique quand on élève la pression? Ça a été mesuré, c'est le singe, quand on passe de 10 à 45 mm de mercure en faisant des OCT. Vous voyez ici la limitante interne, la membrane de Bruch et la lame criblée. Voilà au-dessus avant et en dessous après élévation de la pression. Si on compare les deux images en s'ancrant, ce qui est le plus logique physiologiquement, sur le bord du disque, alors on voit qu'il n'y a pratiquement pas de déformation et de mouvement de la lame criblée. La lame criblée reste immobile. On a fait aussi cette expérience chez l'homme. On élève de 10 mm de mercure la pression et on observe une augmentation de l'excavation, mais elle se fait en fait uniquement au détriment du tissu neural prélaminaire qui est comprimé et aminci. Il n'y a en revanche pas de déplacement de la lame criblée. En revanche, une expérience d'élévation importante de la pression nous montre qu'il existe une augmentation du diamètre du disque optique. Ça paraît très contre-intuitif. L'équipe de Portland nous donne une explication biomécanique. Tout se passe comme s'il y avait réellement au début une déformation postérieure de la lame criblée par action directe de la pression, la voilà, mais que c'était contrebalancé par les forces tangentielles extrêmement importantes qui s'exercent sur l'anneau scléral et qui vont provoquer son expansion, ce qui redresse la lame criblée. Ce qui fait que la résultante est un déplacement postérieur extrêmement faible, mais qu'en revanche, on comprend bien qu'il existe des contraintes extrêmement importantes qui s'exercent sur la lame criblée par l'intermédiaire de la sclère péripapillaire. La rigidité sclérale joue un rôle important. Si la sclère est rigide, alors l'anneau reste fixe et la déformation de la lame criblée est importante. En revanche, à droite, la sclère est souple. On a un élargissement de l'anneau scléral qui va étirer, compacter les lamelles, ce qui contrarie la déformation de la lame criblée. Ça s'explique très bien par la loi de Laplace, qui nous permet de bien comprendre l'importance des contraintes pariétales. Comparons l'œil à une sphère élastique, comme un ballon de baudruche. On l'ouvre, il s'exerce dedans une certaine pression. Considérons une petite portion de cette sphère. Il s'exerce dessus une pression radiaire. La pression intraoculaire, elle n'est pas très importante, comparée à l'énorme pression tangentielle, pariétale. La loi de Laplace nous dit qu'elle est largement supérieure à l'effet radiaire direct, ce qui fait que quand on observe la lame criblée, une portion de lame criblée avec la sclère autour, on voit que les contraintes tangentielles qui sont ici en bleu sont 15 fois plus importantes que l'effet pressionnel direct qui s'exerce sur la lame criblée, comme un trampoline dont on élargirait les bords. Cela dit, la loi de Laplace est une approximation. En effet, pour la sclère physiologique, l'épaisseur est variable, la forme asphérique. Les propriétés, surtout du collagène, sont très particulières. Le collagène, d'abord, est hyperélastique, c'est-à-dire que quand l'augmentation de pression est peu importante, il se déforme facilement. En revanche, quand la déformation est importante, la triple hélice a fini de s'étirer, elle ne peut plus s'étirer, et dans ce cas-là, la rigidité devient beaucoup plus importante. Deuxième, on le voit ici, dans cet exemple, une augmentation de pression chez un animal qui a été modélisée et on l'a mesuré aussi par expérience. Vous voyez en bas la pression qui passe de 5 à 10 mm de mercure avec une déformation importante. Ce sont les taches rouges que vous voyez. En revanche, au-dessus, quand la pression passe de 30 à 45 mm de mercure, il n'y a pratiquement pas de déformation, ce qu'on voit à droite, en haut, en bleu.
Deuxième propriété, l'anisométropie. Les fibres ont une orientation préférentielle plus ou moins marquée, les fibres de collagène, d'une orientation aléatoire comme dans la peau à une orientation unique comme dans les tendons, avec, dans ces cas-là, des contraintes subies extrêmement différentes suivant l'orientation. Eh bien, on constate que l'orientation est maximum autour de l'anneau scléral et que cette orientation, elle est tangentielle à l'anneau. On le voit en bas sur les microscopies, les images en microscopie multiphotonique, avec à gauche une orientation préférentielle tangentielle à l'anneau qui provoque une résistance importante à l'expansion de l'anneau. La modélisation par la méthode des éléments finis nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. On subdivise le globe oculaire en plein de petits éléments avec des propriétés, avec des paramètres d'un nombre fini qu'on fait varier pour voir ce qui est en train de se passer. Et on mesure que les facteurs biomécaniques prépondérants sont la rigidité de la sphère, la taille de l'œil, la pression intraoculaire, la rigidité de la lame criblée et l'épaisseur de la sphère. Vous voyez que le deuxième paramètre important à part la rigidité de la sclère, c'est la rigidité de la lame criblée. Et en effet, quand on provoque une élévation aiguë de la pression, si la lame criblée a elle-même une rigidité importante, elle modifie la biomécanique, au point que vous voyez que les images en haut, marron et verte, quand la lame criblée est en marron, la lame criblée est rigide, la déformation est peu importante. Si on prend comme point d'ancrage l'insertion antérieure de la lame criblée, on voit que quand la lame criblée est rigide, en bleu et en marron, on a même une antériorisation relative de la lame criblée. Les contraintes exercées sur la sclère péripapillaire sont en fait beaucoup plus subtiles que ça. Et il faut prendre en compte l'inhomogénéité d'épaisseur et de rigidité de la sclère, et puis aussi prendre en compte la forme de l'anneau scléral. Quand l'épaisseur sclérale est élevée, les contraintes sont moins importantes, c'est ce qu'on voit en bleu. Quand la courbure, à l'endroit où la courbure du canal est la plus élevée, les contraintes sont plus importantes. On l'a mesuré par un système très précis d'interférométrie à speckle qui nous montre des déformations minuscules en faisant passer la pression de 5 à 45 mm de mercure sur des yeux de singe. On voit que la déformation est maximum en péripapillaire et notamment très importante en inférotemporale. La bande rouge de déformation importante que vous voyez à l'extrémité en périphérie complète est un artefact. On peut aussi étudier l'architecture de la lame criblée et on voit qu'il y a une orientation radiaire en périphérie qui va nous favoriser la résistance, favoriser encore la résistance à la pression. Maintenant, quelles sont les déformations de la tête du nerf optique dans le glaucome proprement dit? On a étudié les déformations induites par un glaucome débutant. Il y a une bascule postérieure et un élargissement postérieur du canal scléral, comme s'il avait basculé, et d'autre part, un épaississement de la lame criblée. Alors, ensuite, il y a une augmentation du tissu neural, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. Et si on mesure bien une augmentation de l'excavation, cette excavation est liée en fait au déplacement de la lame criblée. On voit donc qu'il y a un remodelage et que le point de départ, c'est cet épaississement et ce recul de la lame criblée. Le remodelage, il commence au bord postérieur de la lame criblée, un épaississement postérieur des lamelles, et puis un recul de l'insertion de la lame criblée. Sur ces yeux de singe que vous voyez, la lame criblée prend même une insertion piale. Le remodelage commence au bord postérieur de la lame criblée parce que c'est le lieu des contraintes maximales. Et la modélisation que vous voyez à gauche nous montre bien que les contraintes maximum d'étirement se produisent exactement là où commence ce remodelage. C'est parce que ce remodelage, il est induit par un mécanisme cellulaire dont la cible de départ est l'astrocyte qui contient des récepteurs à l'étirement, notamment des protéines membranaires qu'on appelle intégrines qui permettent de mettre en relation directe d'information le noyau de la cellule et la matrice extracellulaire. Il y a une activation notamment de la synthèse de TGF bêta-1, mais aussi bêta-2 et d'autres protéines qui vont activer la synthèse de métalloprotéinase qui provoque un remodelage de la matrice extracellulaire. La biomécanique du glaucome évolué
est moins bien connu. Dans l'œil normal, donc, on a une lame criblée soumise à une contrainte d'étirement physiologique, glaucome débutant, un début de déformation sclérale postérieure, avec un épaississement et un recul de la lame criblée. Glaucome évolué, un élargissement important de l'anneau scléral, avec un amincissement et un bombement de la lame criblée. On ne comprend pas bien encore le mécanisme qui provoque l'amincissement de la lame criblée. Applications physiopathologiques, elles sont importantes. On sait que les mécanismes de l'atteinte axonale sont multiples et discutés, mais il y a sûrement un rôle important de l'atteinte mécanique directe au niveau des pores de la lame criblée. Cette lame criblée est déformée par la différence pression intraoculaire et pression du liquide céphalorachidien, en fait pression des tissus translaminaires, mais surtout elle est déformée par les contraintes tangentielles sclérales. Il y a aussi une altération du transport actif contre le gradient translaminaire. Altération soit qui vient du fait qu'on n'a pas assez d'énergie pour vaincre ce gradient à cause d'une ischémie ou par défaut de nutriments, notamment parce que les astrocytes sont détournés de leur rôle de soutien pour s'occuper du remodelage, ou alors parce que le gradient est trop élevé. Mais il peut être trop élevé, soit parce qu'il y a une différence de pression importante, soit seulement parce que l'amincissement de la lame criblée fait que le gradient, à différence de pression égale, devient trop important. On peut maintenant explorer les propriétés biomécaniques de l'œil. Laura nous propose plusieurs paramètres, l'hystérésis cornéenne et le facteur de résistance cornéenne. Je n'entre pas dans les détails. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de publications qui montrent que ça nous permet de bien distinguer des glaucomes qui évoluent de glaucomes qui n'évoluent pas. Il y a d'autres publications qui ne retrouvent pas de relation nette. De toute façon, on est un petit peu gêné parce que Laura explore des paramètres qui correspondent à la viscoélasticité et non pas à la rigidité de l'œil. On a maintenant un nouveau système d'exploration, une caméra HM-flou ultra rapide, Corvis pour ne pas le nommer, qui mesure la vélocité de déformation de la cornée et son amplitude. Ça permettrait peut-être une meilleure évaluation des paramètres biomécaniques, mais c'est en cours d'évaluation. On peut aussi calculer directement le coefficient de rigidité de Friedenwald qui a été proposé en 1937, mais qui est remis d'actualité. Et une publication toute récente nous montre que cette rigidité est en effet mesurée de cette façon-là, diminuée dans le glaucome. La biomécanique joue un rôle sûrement important dans certaines étiologies. La myopie, facteur de risque important du glaucome primitif à angle ouvert, bien sûr, avec un rôle important de la longueur axiale. Et vous avez vu qu'un des paramètres importants, biomécaniques importants, c'est la taille de l'œil, le rayon de l'œil. Glaucome exfoliatif, on a mesuré la rigidité de la lame criblée par microscope à force atomique, et on retrouve que cette rigidité est anormale. On fait une nano-indentation et on mesure par microscope à force atomique les déformations qui ont lieu. Elles sont plus importantes comparées à un œil normal. Enfin, glaucome à pression normale, Laura a trouvé des facteurs anormaux. C'est peut-être même une voie thérapeutique. On a essayé de renforcer la sclère péripapillaire d'yeux de porc in vitro par des liaisons croisées, mais il semblerait que cette technique soit applicable in vivo et elle vient d'être proposée comme traitement de certains glaucomes. Donc, les déformations de la lame criblée sont un point central pour l'atteinte axonale, mais c'est sur l'anneau scléral que s'exercent les contraintes mécaniques les plus importantes. Les mécanismes de remodelage, on sait maintenant, qui jouent un rôle central. On peut maintenant appréhender en pratique clinique courante certains paramètres biomécaniques. Et une voie thérapeutique nouvelle a été proposée d'un renforcement scléral par cross-linking. Je vous remercie.